Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance. La référence sportive vous retrouve à l'heure de la riposte contre la Covid-19, comme depuis plusieurs mois déjà. La sensibilisation, l'éducation ou encore la communication autour de la maladie à coronavirus. On reçoit aujourd'hui Dr Sani Amidou, il est ingénieur, chef division assainissement de base au ministère de la Santé. Ensemble avec lui, on va continuer par parler de cette maladie et on vous dira que l'Inde reconfine 140 millions de personnes. L'Afrique du Sud décrète à nouveau le couvre-feu parce que le virus à couronne revient en force, 12 000 contaminés chaque jour là-bas. Et là, le président Cyril Ramaphosa a même interdit la vente d'alcool parce qu'il semble que les gens courent derrière l'alcool là-bas et puis on ne contrôle plus rien. Situation spéciale, disposition spéciale, objectif en tout cas de ces rendez-vous, vaincre cette pandémie. Mise en onde Anas PM, la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, c'est Franck Nounyama. Prévention, le danger est déjà là. Cette maladie fait courir tout le monde. On en parle depuis décembre dernier. C'est parti de Wuhan et après, ça a pris tout le monde entier. Ça fait courir les gens. Les gens ne dorment plus d'ailleurs. On ne parle que de cette pandémie. Aujourd'hui, on reçoit Dr Sani Amidou, ingénieur, chef division assainissement de base au ministère de la Santé. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment vous portez-vous ? Oh, je me porte un peu encore. Bien. Bien, pour ne pas dire. Voilà. Alors, chef division assainissement de base, c'est quoi ce service ? Expliquez-nous un peu. OBEDS, le service d'assainissement de base, s'occupe du quotidien des communautés, donc à la base. C'est-à-dire les infrastructures sanitaires, et la promotion de la santé, et ici veiller à ce que les communautés disposent des éléments de base pour leur subsistance, leur vie. Très bien. Alors, avec l'apparition de cette pandémie, vous devez avoir du travail. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Avec cette pandémie, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Oui. Vous avez constaté tout récemment que nous avons mené des campagnes de désinfection dans les marchés, oui, surtout les ouvrages d'hygiène et assainissement, que la plupart des communautés utilisent. Donc, nous avons désinfecté ces éléments. Dans la communauté aussi, on continue par sensibiliser la communauté à améliorer l'hygiène autour de leurs ouvrages d'assainissement, leurs ouvrages d'eau, et également aussi de mieux désinfecter les éléments pour éviter d'être exposés à la maladie. Oui, c'est des désinfections massives, on peut le dire. En fait, on donne des conseils, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est au point de prise en charge. Dans les centres de prise en charge, nous avons un devoir important pour accompagner les cliniciens, accompagner également aussi tous ceux qui travaillent dans la zone pour limiter la propagation de la maladie en utilisant des désinfectants adéquats pour détruire le virus. Alors, vous venez de dire que vous aidez les communautés de façon quotidienne à mettre des conditions hygiéniques acceptables autour d'eux. Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça lorsque vous leur donnez des conseils ? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement ? En fait, comme on l'a dit aujourd'hui, dans cette crise de Covid, il y a d'abord un élément qui est important, les barrières, la gestion des barrières. Quand je prends l'exemple des masques, oui, des masques chirurgicaux que les gens portent et que d'autres ne sont pas en train de porter réellement et qui rêvent que la maladie n'existe pas, c'est un premier souci. Oui. Et donc, dans nos communautés, nous interpellons, nous sensibilisons nos communautés à faire un effort pour toujours porter le masque une fois qu'ils sortent de leur maison. C'est un élément indispensable. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand vous portez le masque, tout ce qui sort de vous ne contamine pas. Parce que c'est arrêté. Mais quand vous ne portez rien, vous êtes exposé et vous exposez tous ceux qui sont autour de vous. Donc par conséquent, on sensibilise les communautés à vraiment utiliser la bavette pour leur sortie. L'élément qui s'ajoute, c'est le problème de distanciation. Parce qu'on a exposé que par rapport à l'hygiène respiratoire,
la maladie peut se contaminer à 1 mètre. Et donc, il est important que lorsque les portillons sortent d'un individu, qu'elles tombent, qu'elles ne puissent pas atteindre à un autre pour le contaminer. Et donc, par conséquent, tout le monde, on renforce la communication pour que les gens améliorent la mesure de distanciation. Nous sommes allés plus loin pour apprécier la qualité des eaux et la qualité des ouvrages dans les maisons et surtout les ouvrages publics. Donc, il s'est avéré que nous sommes dit que les ouvrages qui sont utilisés de façon publique, il faut améliorer leurs conditions d'hygiène autour de ces ouvrages. Et nous avons été obligés de désinfecter ces ouvrages pour permettre au moins de réduire les charges de virus qui sont dans la zone et éviter la contamination des populations. Et donc, globalement, il faut dire, la dernière fois, on a eu un documentaire qui dit aujourd'hui que la transmission est encore douteuse parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup d'éléments par rapport à cette transmission. Parce qu'on voit qu'il y a d'abord le transport du virus qui peut aller sur des distances et des populations peuvent la prendre. La plupart, il y a des gens qui l'ont, qui n'ont pas voyagé, mais qui sont sur place. Donc, ce qui veut dire que de façon objective, nous ne maîtrisons pas comment cette maladie, au fait, se propage et se dissémine. Donc, des recherches se poursuivent et ça demande encore plus d'efforts. Et l'élément fondamental aujourd'hui qui est capital, c'est l'utilisation des masques et qui est devenu au Togo aujourd'hui un élément obligatoire qu'on conseille toutes les communautés à vraiment utiliser à tout moment et à tout temps, chaque fois que le besoin est important et en sortant une fois de votre maison. Oui, donc c'est un souci nouveau et que nous devons renforcer cet élément. Voilà. Vous avez dit que le port de la bavette est devenu obligatoire depuis, on va dire, quelques semaines au Togo. Oui. Mais au même moment, on constate un certain relâchement chez certains qui font toujours le Saint Thomas, qui disent non, ça c'est du bluff, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il faut changer de stratégie de communication? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens comprennent réellement que cette maladie est une réalité et qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud replonge à nouveau dans les contaminations? On parle de 12 000 contaminés tous les jours désormais, ce qui a obligé, on va dire, le pouvoir en place, le président Cyril Ramaphosa certainement à décréter à nouveau le couvre-feu. Est-ce qu'il faut changer de stratégie de communication? En fait, en matière de communication, il faut le dire aujourd'hui, vous savez, quand on prend 100% de population, pour que sur les 100%, c'est au moins jusqu'à 50% de la population qui peut accepter ce qu'on est en train de dire. Et donc, on renforce et on communique. On ne continue pas à communiquer pour que au moins les 40, voire 50% qui restent participent. Parce qu'il faut une évidence base. Donc, aujourd'hui, il faut que des gens s'assurent. Ils se disent que ça n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes en train de faire le plaidoyer à ceux qui ont déjà fait la maladie de faire des témoignages. S'ils arrivent à faire des témoignages éloquents par rapport à la situation qui prévaut, par rapport à la maladie, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont vécu, ça va encore interpeller les uns à changer de comportement. Parce que les gens se disent que ce n'est pas un fait réel. Mais si vous avez la chance de visiter le CHR de mes communes, vous avez la chance de visiter Eda Oba, ou bien vous allez à Ebis, vous allez vous rendre compte qu'il y a une évidence. Et donc, et si vous avez beaucoup aujourd'hui, nous avons des parents proches qui font, et c'est une réalité. Et donc, ça va inciter les gens à comprendre que toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre, c'est pour protéger la communauté. La preuve, vous êtes en train de dire tout de suite, en Afrique du Sud, nous, en fait, on appelle le CITREP, c'est celui des éléments qui nous disent à longueur de journée des contaminations. Et aussi, aujourd'hui, vous avez vu, on a encore le conseil scientifique qui aussi accompagne le gouvernement à des prises de décision. Donc, en fonction des résultats qu'on a du CITREP et des conseils de surveillance, ça permet au gouvernement de voir est-ce que la maladie évolue ou bien la maladie est en train de perdre sa valeur. Et donc, nous sommes en train d'encourager la communauté à vraiment suivre les recommandations du gouvernement. Parce que le gouvernement ne fait rien
pour détruire la communauté, mais c'est de renforcer ce que nous devons faire pour limiter la propagation de la maladie dans la communauté. Et donc les chiffres en témoignent. Avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, disent que parmi les autres, la dernière fois on était en communication, en webinaire, avec toute la sous-région, le Togo est en bonne position par rapport aux autres pays de la sous-région, en dehors de 2 ou 3 pays qui nous devancent un peu dans les chiffres et par rapport au travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, il faut le dire, le Togo, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour vraiment limiter la propagation de la maladie. Et vous voyez, à chaque fois qu'une situation nouvelle entre, et vous allez sentir qu'il y a de flambées. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, nous venons de faire l'ouverture des classes. Les écoles ont commencé à travailler, à refaire les classes. Les tests conséquents par rapport aux entrées des élèves de part et d'autre montrent qu'il y a certains des cas qui viennent et nous maîtrisons chaque fois la situation en fonction de la période et en fonction de l'intégration d'un élément nouveau qui rentre dans la surveillance de la maladie au Togo. Le Togo aujourd'hui est à plus de 700 contaminés, malheureusement 15 décès. Oui. On a aujourd'hui des foyers potentiels de contamination qui sont les marchés, bien sûr, les bars, oui, les écoles qui ont rouvert leurs portes. Oui. Bon, est-ce que la division d'assainissement de base a prévu un truc plus accentué à ces niveaux-là? Parce que là, c'est des endroits qui sont quand même exposés. Hein. Oui, ça c'est vrai, parce que il faut comprendre déjà, lors de la rouverture des classes, nous avons fait le tour des écoles. Nous avons essayé d'apprécier le niveau de mise en œuvre des actions par rapport à l'assainissement, par rapport à l'hygiène et puis sur le respect des barrières. Donc nous avons constaté d'une école à une autre des variantes et nous avons donné des conseils nécessaires. Et le suivi est au quotidien parce que nos collègues au niveau des districts comme au niveau des régions continuent par suivre ces points-là pour vraiment ramener les gens à l'ordre pour que chacun respecte les barrières. Quand je prends l'exemple des bars, il faut savoir que quand vous avez pris l'exemple du marché, en fait, le Togo est resté parmi l'un des pays qui n'a pas fermé ses marchés. Ça, c'est un élément. Et il y a un grand comité qui a, par exemple, dans le Grand Lomé, il y a un comité qui a été mis en place, qui a vraiment circulé dans les marchés et a essayé d'apprécier le niveau de mise en œuvre des barrières. Et donc, il faut le dire, ça a été un plus parce que ça a permis aux gens de s'assurer qu'au niveau des marchés, qu'il y a des actions qui sont faites et que des communautés ont compris qu'il fallait toutefois être autour d'elle pour pouvoir l'accompagner à améliorer ce qu'elle est en train de faire. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans les marchés, il faut le dire, nous avons au moins jusqu'à près de 50% de respect des barrières. Et ceux qui résistent encore, c'est les quelques-uns. Et que chaque fois, la sécurité qui sont au marché, les acteurs du marché nous accompagnent à améliorer cet élément. Par rapport aux bars, il faut le dire, nous sommes en train de travailler par rapport aux bars. Vous savez que les bars, c'est tout récemment qu'on a commencé à ouvrir les bars. Mais il faut le dire, des mesures sont en train d'être suivies par rapport au lavage de mains, par rapport à l'utilisation. Vous savez, quand il faut boire, on enlève les bavettes et puis on boit. Mais donc après qu'on quitte là, on se conforme à l'élément. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train de pouvoir continuer par suivre pour apprécier surtout l'état de santé de ceux qui sont en train de gérer ces bars, pour s'assurer qu'ils sont en état et continuer à respecter et à encourager les communautés à mieux améliorer ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la gestion de la Covid au Togo. La gestion de la Covid, c'est cette affaire qui a pris le monde entier, on le rappelle, depuis décembre en Chine. Et après, c'est tout le monde entier qui en souffre. Et jusqu'aujourd'hui, pas encore de vaccin. Le seul vaccin disponible, c'est le respect des mesures barrières. On se lave les mains, on tousse dans le pli du coude, oui. On éternue par exemple dans un mouchoir à usage unique, on évite les endroits où il y a beaucoup de monde, on fait plein de choses. Aujourd'hui, globalement, vous êtes ingénieur et chef de division d'assainissement de base au ministère de la Santé. Est-ce que vous pensez que ces habitudes sont devenues aujourd'hui un réflexe pour la population? Globalement, qu'est-ce que vous constatez, sincèrement? En fait, il faut le dire aujourd'hui, lorsque la maladie avait commencé, il y avait des comportements qui étaient là et l'accent était mis sur le personnel de santé qui devait disposer des bavettes, qui devait disposer des dispositifs de lavage de mains et devait avoir encore des thermoflash
à l'entrée des centres pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir respecter les barrières. Et donc, avec l'évolution, parce qu'au départ, on avait pensé qu'au bout d'1 mois ou 2 mois, on devait arrêter la pandémie. Mais il s'est avéré, après 3 mois de mise en œuvre, on n'a pas pu atteindre parce qu'il y avait encore des situations qui n'étaient pas. Malgré le confinement qu'on a fait à Lomé, on a fait à l'intérieur du pays, on a pu aussi maîtriser certaines situations dans certaines zones. Mais aujourd'hui, tous les districts du Togo sont touchés. Ça, il faut le dire. Nous avions 44 districts. Tous les 43 districts ont présenté un cas. Au moins un cas dans tous les districts. Ce qui veut dire que, comme on l'a dit au départ, c'est une épidémie qui est devenue une pandémie. Donc, sur l'ensemble du Togo aujourd'hui, tous les districts sont touchés par la maladie. Étant touchés par la maladie, ce qui veut dire que ça nous demande beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, nos services ont le devoir de couper la chaîne de transmission par l'utilisation des produits désinfectants pour désinfecter les lieux qui sont contaminés et maintenant accompagner ceux qui sont même infectés, désinfecter leur maison et leur permettre vraiment de rester à l'abri du gène. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire parce que chaque fois qu'il y a une situation de cas, nous sommes obligés d'être sur le terrain pour pouvoir accompagner les gens à pouvoir améliorer le système. Nous sommes sur l'ensemble du territoire et des efforts sont en train d'être faits. Leurs collègues n'ont pas de temps parce qu'ils sont à la rescousse du personnel de santé qui va au combat à tout moment, qui doit être désinfecté. Parce que quand ils portent des combinaisons, il faut que les combinaisons soient désinfectées et détruites. Et nous sommes aussi également dans le cadre de l'enterrement digne et sécurisé. C'est nous, tout essai lié au Covid est de notre ressort et c'est nous qui enterrons de façon digne et sécurisée en présence des parents de la dépouille. Et donc, de façon globale, c'est des actions qui sont très ardues pour nous aujourd'hui parce que nous devons être tout sur le champ et être permanents pour accompagner le personnel de santé dans la prise en charge des malades. Voilà. Il y a une nouvelle situation. Il semble que le maladie, on peut se faire contaminer de façon aéroportée, de façon aérienne. Des chercheurs sont sûrs que, oui, cette façon de se contaminer est réelle. Mais si tel est le cas, ça devient vraiment inquiétant. Ça devient inquiétant, c'est ça le souci. C'est pourquoi on dit la maladie jusqu'à ce jour présente des soubresauts chaque jour. Parce que les gens s'étonnent, n'aiment pas voyager. C'est étant seulement à la maison, on fait la maladie. Si vous êtes dans votre maison et vous ne prenez pas des mesures, et que, par exemple, vous avez la marchande que quelqu'un vous visite qui ne respecte pas les barrières et qui vous expose, donc vous pouvez faire la maladie. Donc on a montré que la maladie, par rapport aux recherches plus récentes, que le virus peut être transporté jusqu'à 800 000 miles. Vous comprenez, 800 000 miles, ça fait banalement 162 km. C'est-à-dire, le virus peut être transporté d'ici jusqu'à Takwame. Donc, ça dépend. Nous sommes en période de... Comment on l'appelle ça là? Aujourd'hui, c'est la mousson. Oui. Donc, ce qui veut dire que quoi? Le virus, s'il n'est pas maîtrisé, ou bien il n'est pas tombé, et dans une zone qu'on a pu facilement détruire, peut être transporté sur de longues distances. Et donc, par conséquent, nous devons faire un effort pour vraiment utiliser. Seul élément important, c'est l'utilisation de bavettes, de barrières pour pouvoir éliminer. Et nous avons constaté aujourd'hui un élément important. Devant chaque porte, devant chaque maison, devant chaque institution, il y a la disposition des dispositifs de lavage de mains qui permet aujourd'hui, si vous voulez apprécier que vraiment ça a un effet, allez voir les eaux usées qui sortent chaque jour. Quiconque y arrive, qui se lave les mains, les saletés qui sortent, malgré que de 10 à 20, 50 km que les gens parcourent, en un instant donné, quand ils se lavent les mains, ils se rendent compte qu'ils ont toujours quelque chose sous la main. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'est comme ça aussi que la maladie circule et arrive à contaminer ceux qui ne veulent pas respecter les barrières. Et donc, le pays s'acharne à sensibiliser toujours pour que les gens comprennent que cette maladie, jusqu'alors, reste douteuse et que nous devons toujours nous prévenir. C'est pourquoi aujourd'hui, on a rendu obligatoire le port des bavettes qui va aider vraiment à limiter
la propagation de la maladie. Voilà, avec cette nouvelle forme de contamination aéroportée ou bien aérienne, beaucoup disent que c'est pourquoi d'ailleurs il était dit souvent d'ouvrir les portes de nos chambres, les fenêtres, bien sûr, pour que l'air puisse circuler. Ça peut régler ce problème-là. En fait, c'est quand le germe rentre dans un coin confiné, et sur ce coin, dans ce coin, il y a un virus. Vous savez ce qu'est un virus, le virus se multiplie de façon exponentielle. Et tout de suite, la zone devient une zone dangereuse parce que quiconque y rentre dans cette zone est exposé. Et donc, ce qui veut dire que quoi? Mais quand ce n'est pas confiné, c'est ouvert, le virus rentre, il est emporté. Donc, la quantité, les charges. En fait, il y a un seuil. Il y a ce qu'on appelle un seuil de sécurité. Un seuil auquel le virus est contaminant. Si le seuil n'est pas atteint, vous pouvez faire des traces et vous ne pouvez pas faire la maladie. Et donc, c'est des aspects-là vraiment qu'il faut vraiment qu'on vienne. Et on recommande aujourd'hui de vraiment réduire la consommation de l'énergie, mais d'offrir pour que la nature vous offre l'air ambiant et change le milieu à tout temps. C'est important pour la suite des événements et vraiment pour lutter efficacement contre la Covid au pays. Et justement, cette Covid-là, le virus, quelle est la durée de vie qu'il peut avoir ce virus en étant dans l'air ou bien en étant sur une surface donnée? On a dit sur une surface donnée, le virus peut faire 24 heures, 48 heures. Hein? Bien sûr, le virus peut faire. On a tout montré sur les papiers, il peut faire près d'une semaine. Sur une surface? Oui. Donc, au fait, c'est pour dire que le virus, jusqu'alors, des recherches se poursuivent. Et chaque fois, ils donnent des estimations. Mais il faut toujours faire des recherches pour pouvoir confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Ils nous ont dit à l'air libre, ça fait 24 à 72 heures. Et on peut trouver ça sur les papiers une semaine. Donc ça dépend de quoi ils vivent. Parce que le substrat que le virus consomme, vraiment, c'est des soucis pour tout le monde. Parce qu'il faut encore vraiment le savoir beaucoup davantage. Donc, les recherches se poursuivent. Et l'OMS vient d'envoyer une équipe en Chine pour vraiment aller faire les investigations et savoir vraiment la cause de cette maladie. Et donc, vous voyez, quand la maladie a commencé, une équipe y était allée, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Mais aujourd'hui, on a la chance, ils ont accepté, des experts sont là-bas en Chine pour vraiment voir au maximum et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour vraiment arrêter cette pandémie. Et comment se fait-il que les médecines les plus puissantes de ce monde n'arrivent pas à circonscrire ou bien à vaincre ce virus? Parce que déjà, il y avait eu des virus dans le temps. C'est parce que celui-là a des couronnes qu'on n'arrive pas à le vaincre? Ou qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on prend les États-Unis? Ce virus fait courir tout le monde là-bas, la Chine, Israël, partout dans le monde. C'est quoi justement la force de ou bien de ce virus que personne n'arrive à juguler? Au fait, comme vous le dites, vous savez, la plupart des maladies ont un autre intermédiaire, ils ont un réservoir, et puis comment ils transmettent la maladie. Mais par rapport au coronavirus, on a dit au départ, sur l'aide qu'on a trouvé la maladie, on avait parlé de la chauve-souris, on a parlé du pangolin. Et donc ces pangolins, la manipulation des pangolins, ces germes, qui ont entraîné la maladie sur l'homme, et maintenant l'homme est devenu transmetteur de la maladie. Même le pangolin qu'on est en train de dire, qui est la source et la base de la maladie, jusque-là, on n'arrive pas à confirmer si le pangolin, vraiment c'est ça. On a parlé de la chauve-souris, on n'a pas encore pu trouver des hypothèses qui sont encore relatives. Donc ces hypothèses demandent à ce que des confirmations soient faites. Et si ces confirmations sont faites, vraiment, on doit savoir. D'autres ont donné des hypothèses d'une fuite en avant de la maladie d'un. Parce qu'il y a eu comment l'appelle-t-on dans le temps, d'autres virus qui ont échappé et qui ont entraîné beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, jusque-là, le coronavirus, vraiment, c'est un souci. C'est un souci parce qu'il y a encore des efforts pour le maîtriser et savoir tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que chaque jour, il y a des situations qui se présentent et ça fait réfléchir les chercheurs. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts pour maîtriser encore et savoir. Parce que quand on maîtrise le virus, on connaît comment ça se génotype, tous ces éléments. Quand on prend une bactérie, par exemple, quand vous avez une maladie, par exemple, vous faites un prélèvement, on sait
quel antibiotique il faut utiliser pour tuer. Mais aujourd'hui, au fait, ce qui est bon pour nous en assainissement, c'est que nous savons que tous les produits chlorés peuvent détruire le virus. C'est ça qui est avantage. Donc, avec n'importe quelle, comment l'appelle-t-on là, quelle chose, n'importe quel virus est détruit par des solutions chlorées. Et donc, c'est ça qui fait que jusque-là, nous, avec cet élément, nous mettons en avant et nous gagnons. Et en fonction des zones, en fonction des choses, on a encore besoin d'autres produits pour pouvoir vraiment couper la chaîne de transmission. Et donc, ça demande à chacun de nous vraiment de toujours que les chercheurs nous accompagnent davantage et qu'on ait plus de clarté ici par rapport aux germes de la Covid-19. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous recevons le docteur Sani Amidou, ingénieur-chef division assainissement de base au ministère de la Santé. Nous allons marquer une première pause. Amen Diassissé, attention, coronavirus est arrivé dans la cité. Attention, Edo Badae. Et depuis, on a les preuves, on va dire, de la gravité de cette maladie qui complique la vie à tout le monde. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut depuis plusieurs mois déjà. Et l'espoir, c'est de voir cette pandémie laisser l'humanité tranquille, en tout cas. Et là, docteur Sani Amidou, les universités vont rouvrir, les lieux de prière, les mosquées, les églises, mais là également, il faut pouvoir se préparer, s'apprêter pour quand même dire aux gens, oui, attention, il n'y a pas lieu de faire ci, il n'y a pas lieu de faire ça. Oui. Et par exemple, avec l'université, une équipe de notre département a fait des travaux de formation, des équipes au niveau de l'université, donc surtout la sécurité, surtout les étudiants et également certains enseignants pour les renforcer sur les mesures barrières en période de Covid. Comme en temps ils étaient en vacances et qu'aujourd'hui les cours vont reprendre en présentiel, donc ça demande certains renforcements. Et donc notre service a renforcé l'équipe en présentiel pour au moins avoir un noyau dur qui va continuer à faire les renforcements de capacité ou bien de sensibilisation à l'intérieur avant l'ouverture ce matin. Donc le travail a été fait hier, donc avec de concert avec l'université. Et ce matin, aujourd'hui, un suivi va être fait pour s'assurer qu'au fil de la période, ils sont en train de renforcer les capacités des uns des autres et également aussi suivre les barrières. Et donc, il faut dire que l'université, c'est un grand coin. Ouais. En fait, c'est une entité aussi très importante. On a deux universités, l'université de Lomé et puis l'université de Kara. Oui. Donc, je pense que dans les deux, beaucoup d'efforts doivent être faits pour qu'au moment venu, nous puissions apprécier et puis accompagner pour s'assurer que vraiment, qu'il n'y a pas de cas. Et également aussi s'assurer qu'ils sont en train de respecter les barrières. Parce que la plupart des étudiants étaient dans les maisons, ils avaient toute l'information. Mais aujourd'hui, le problème de revenir ensemble, retourner dans les salles comme on l'a fait avec les écoles, les élèves, donc c'est un nouveau élément. Et donc vous savez aussi dans l'enceinte de l'université, il y a des grands amphis qui vont demander aussi également la réduction et puis un rééchelonnement des cours par rapport à la période. Et donc ça demande encore un meilleur suivi et puis beaucoup de sensibilisation dans ces zones pour vraiment qu'on n'ait plus encore d'autres cas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une action nouvelle qui entre, ça demande un suivi et en cette période, on fait le dépistage dans la masse pour s'assurer que dans cette masse, il n'y a rien. Et donc c'est pourquoi vous pouvez constater que pour la plupart des dépistages sur des personnes de plus de 500 personnes, on retrouve 1 à 2 cas, ce qui veut dire que pour le moment, la maladie n'est pas dans la communauté. Donc il faut vraiment renforcer ce dépistage. C'est les moyens qui manquent. S'il y avait beaucoup de moyens, on devait faire un dépistage. Le dépistage, il est payant ou bien gratuit? Bien sûr, aujourd'hui, il doit être payant parce qu'avant, bien sûr, on va toujours continuer à dépister gratuitement. Les réactifs, tout est cher pour le pays. Ça risque que toutes les ressources rentrent dans le dépistage et on ne pourra plus continuer à travailler. Or, il y a d'autres maladies qui sont en vue. Par exemple, si je prends aujourd'hui, il y a une campagne de distribution de moustiquaires parce que c'est la période propice où la transmission est forte. Donc, des activités comme ça ont besoin également des ressources. Avec Covid, toutes les ressources sont retombées sur Covid et a bloqué les autres. Vous avez vu, par exemple, la maladie tropicale négligée ou, par exemple, dans des zones avec des pluies,
il y a la transmission de l'onchocercose et d'autres qui demandent que la distribution des médicaments soit faite pour pouvoir réduire ou bien détruire la maladie dans l'organisme des hommes. Donc c'est pour dire en d'autres termes que vraiment, c'est tout récemment le ministre de la Santé a souhaité que vraiment nous retournons, nous commençons à refaire les autres activités qui étaient inhérentes pour ne pas rester sur la Covid seule et en bloquer toutes les autres maladies. Vous savez, les maladies... Au niveau de la santé, il y a plein de maladies. Et si on néglige une pour seulement la Covid, à un moment donné, nous serons émergés. Donc on sera devant une émergence de nouvelles maladies. Celles qui existaient, si on n'arrive pas à les maîtriser, il y aura des flambées. Et celles-là vont dépasser la Covid, par exemple, aujourd'hui, que vous voyez, le taux de latéralité est très faible. Donc vous voyez le palu en lui seul, qui va avec une mortalité très forte. Et puis aussi, d'autres maladies inhérentes à la santé, vraiment, ça demande que nous puissions revoir ces aspects. L'autre élément qui va s'ajouter, c'est la réouverture des mosquées et puis des places de l'église. Oui. Donc à partir du 17, vous comprenez déjà vendredi prochain, c'est à partir de demain ça. Oui. Donc les mosquées seront ouvertes. Donc les mesures de distanciation, le ministre de l'administration territoriale a fait des réunions, des échanges pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse vraiment s'engager au respect des barrières. Et donc, je pense qu'à partir de demain, par exemple, les mosquées vont être suivies. Des équipes sont là déjà pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire et que des gens doivent respecter. Et donc, je vais solliciter les concitoyens que chacun fasse un effort pour vraiment respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Plus on fait d'efforts pour limiter la propagation de maladies, plus on a la chance de vite faire disparaître la maladie dans le pays et donc nous allons vaquer rapidement à nos occupations. Le gouvernement avait pris un décret pour 3 mois. Aujourd'hui, on doit refaire encore l'état d'urgence pour 1 mois et demi. Soit 45 jours, c'est bientôt en août. On va poursuivre. Oui, on va poursuivre pour 45 jours. Parce que le temps de chercher à pouvoir couper la chaîne de transmission. Une fois la chaîne de transmission est limitée, plus on a la chance de pouvoir vaquer à nos occupations. Mais si plus on se laisse, on ne respecte pas les mesures barrières, on expose et plus le taux de contaminés devient important. Donc il y a encore la vulnérabilité et on sera obligé de retourner au confinement pour pouvoir couper la chaîne de transmission. Vous voyez les autres pays qui sont en train de retourner au confinement, c'est parce que il y a eu un laisser un peu aller et des gens se sont jetés et la transmission est rentrée. Quand on fait un test dans la communauté sur 100 personnes, le nombre de personnes qui font la maladie incite à ce qu'un confinement obligatoire se passe. Donc, le dépistage coûte combien? Je voulais cette précision-là. Bon, en fait, je n'ai pas pris la mesure j'ai pas pris la mesure de savoir combien ça coûte, mais c'est que ça doit coûter un minimum symbolique qui n'est pas très caractéristique. Donc, je pense que ce qui est bon et intéressant aujourd'hui pour les entrées, quand vous rentrez, votre prise en charge consort, c'est comme un arrêté fait, c'est à 500 000 francs. Donc ça, c'est indispensable. Est-ce que c'est pas trop cher? Les gens pensent que c'est trop cher. Voyez-en le loyer. Vous êtes logé, mettons ça par exemple à 20 000 francs le jour. Donc vous avez un loyer de 20 000 fois la période, considérons 2 semaines. Ça fait déjà 15 jours par exemple que vous devez séjourner. Vous êtes déjà dans les 200 000. Le manger, quand vous rentrez là-bas, on ne vous amène rien de la maison. Vous mangez sur place. Les soins qu'on vous donne, c'est sur place. Et donc les plats sont consistants alors. Qu'est-ce qu'ils mangent? Non, ils mangent bien. Il faut demander. Les gens, ils mangent bien. Parce que les gens veulent comprendre. Ils donnent 500 000 pour 2 semaines. Ça fait pratiquement 36-37 000 par jour. Oui. Donc vous savez ce que le gouvernement y met par rapport aux 500 000, vous allez dire que c'est insignifiant. Oui, parce que le manger de la personne, c'est une société qui a été prise sur place, qui prépare chaque jour. Parce qu'il ne faut pas laisser n'importe qui préparer et que ceux qui sont malades, au lieu qu'ils se guérissent, qu'ils se compliquent. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, les médicaments, le suivi médical au quotidien. Autour de la chose, il y a des médecins qui sont, les hygiénistes qui sont là, les laboratoires qui sont là. Parce que quand on vous garde, on vous prend des températures à longueur de période pour s'assurer que vous êtes en état. Voilà. Et on dit souvent les gens ne comprennent pas. Ceux qui reviennent. Est-ce que quand j'arrive du Ghana aussi, c'est la même chose? Bien sûr, parce que bien sûr. Moi, pour l'instant, je n'ai pas envie de bouger. Est-ce qu'on a les moyens de contrôler tout ce qui rentre? Non, c'est des efforts qu'on devra faire. Parce qu'en fait, il y a des choses poreuses, mais ce qui est important, il faut qu'on conscientise nos frères. Parce que bouger n'a pas de sens. C'est comme je dis, quand vous n'avez rien à faire au marché, ce n'est pas la peine d'aller au marché. Parce que vous exposez.
Parce que vous ne savez pas où la malchance va vous paraître pour que vous êtes en contact avec un malade qui est asymptomatiquement en bon état, qui libère le virus et que par hasard vous le prenez. Donc c'est pourquoi, en fait, même quand vous traversez une frontière, il est important, c'est une manière coercitive pour que des gens respectent la période adéquate. Parce qu'on ne veut pas, on parle d'état d'urgence. L'état d'urgence, ça veut dire qu'on ne peut pas permettre de faire tous les mouvements inutiles. Les mouvements inutiles, il faut réduire. Et c'est ça qui vraiment peut sauver le pays. Parce que là où je suis avec vous. Depuis un temps, je ne bouge pas. Je suis dans les centres de santé. Je suis dans des zones où même ma famille, des fois, je n'ai pas envie d'aller parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que je suis dans l'équipe de travail. Je viens chez eux pour les exposer. Donc, je n'aime pas m'approcher de tout le monde. Je reste dans mon coin pour éviter que des gens soupçonnent. Et que nous sommes donc, les 500 000 là, c'est raisonnable. Non, en fait, c'est raisonnable. Parce qu'en dehors de ce que. Je ne suis pas sûr que les Congolais puissent donner ça. Hein. Non, en fait, on a dit ceux qui voyagent. Ceux qui voyagent. Les voyageurs. Si je vais au Ghana, je voyage aussi. Bien sûr, vous voyagez. Qu'est-ce que vous allez chercher en cette période de Covid? Il y en a qui rentrent à Flao, ici, à Denou, et qui reviennent. Non, elles en ont ouvert les frontières, non? Vous avez parlé de frontières. On n'a pas ouvert Non, pour eux, je sais. Mais qu'est-ce que coûte aux gens de vouloir bouger en cette période difficile? Et tous les pays sont exposés. Vous avez vu l'état d'urgence, notre frère du Bénin. Vous avez vu tout récemment quand on a ouvert les frontières, la frontière au niveau du Ghana. Des affluences. Notre chiffre de Covid a monté. Et vraiment, si on n'était pas vigilant, le gouvernement n'était pas vigilant pour mettre une équipe à Tcharpanga pour éteindre le feu, aujourd'hui, ça devait être une débandade. Donc, c'est pour dire que réellement, quand on n'a rien à faire, il faut vraiment limiter les mouvements. Limiter les mouvements permet de contenir la maladie. Parce que plus vous bougez beaucoup, plus vous vous exposez et plus vous exposez le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater, tous nos frères qui reviennent sont d'abord testés à l'aéroport, mis en confinement pendant 14-15 jours, voire 17 jours, des tests réguliers, 1 à 2 fois, avant de vous lever, à vous dire guéri et vous partez. Dans le cas contraire, on ne peut plus laisser des gens rentrer comme ça. Même si l'aéroport est ouvert aujourd'hui, on a mis en place un laboratoire au niveau de l'aéroport pour un meilleur suivi. Parce qu'on ne veut pas laisser tout le monde rentrer et demain, va laisser que nous tous on va fuir. Parce que plus, le président et le coordinateur disaient, nous allons vivre avec, mais il faut savoir comment vivre avec, ne pas s'exposer, que tous les Togolais soient. Et c'est pourquoi il y a des fois des tests dans la communauté pour s'assurer que... Et donc, dans les centres également, quand quelqu'un vient, on fait le suivi régulier. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et une maîtrise en soi est faite. Et nous comptons que la population doit nous comprendre pour que notre pays soit à l'abri de cette maladie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le prolongement de l'état d'urgence est déjà effectif? Depuis jusqu'au 17 août. Oui. L'état d'urgence. Normalement, l'autre a pris fin, je crois, à la fin du mois de juin. Il y avait avril, mai, juin. On avait parlé de 3 mois. 3 mois, oui. Donc l'autre, c'est déjà... c'est jusqu'au 15 août. Oui, jusqu'au 15 août. Donc l'état d'urgence se poursuit et c'est à la fin. On peut prolonger à nouveau. En fonction de l'évaluation de l'heure, en fonction de l'évaluation de l'heure, en fonction des cas du pays, on peut le prolonger. Vous avez vu déjà, vous-même qui avez témoigné tout de suite, qu'au niveau des États-Unis, au niveau d'Afrique du Sud, les gens sont retournés en confinement. Vous voyez, nous on a fait près de 3 mois de confinement pour la capitale Lomé, où toujours il y a beaucoup de cas, et puis certaines villes de l'intérieur. Mais avec cette période de relâchement, ça permet aussi de suivre et de voir est-ce que les gens y respectent les comportements. Et vous voyez, graduellement, la stratégie du pays, vraiment, c'est une stratégie très, très bonne. Est-ce que le Togo peut craindre le pire pour demain? Comme le cas dans certains pays. Parce que le directeur général de l'OMS avait dit l'Afrique doit se préparer pour des lendemains compliqués. Et peut-être ce qui arrive aujourd'hui en Afrique du Sud, est-ce qu'on doit dire que c'est ça? Le Togo a-t-il déjà connu le pic au niveau de la maladie ou bien on peut craindre pour demain? En fait, jusque-là, si on regarde sur notre site REP aujourd'hui, nous avons connu le pic lorsque nous avons ouvert les frontières avec le Ghana. Donc on était à plus de 100 quelque chose en une semaine. Et depuis là, nous sommes à 37-40 par semaine, malgré les dépistages que nous faisons de ceux qui arrivent, donc qui sont considérés. En communautaire, on n'en a plus assez comme il était. Donc ce qui veut dire que quoi? Le Togo suit de façon régulière
et de ta façon attentionnée sur tout ce qui est en train de se passer sur le pays. Et donc c'est pourquoi à chaque fois qu'une nouvelle dynamique arrive, on essaie de voir les tendances et on remet encore. Parce qu'on ne peut pas ouvrir toutes les activités sur le champ parce qu'on risque de ne pas pouvoir contrôler, ne pas pouvoir suivre et espérer. Et à un moment donné, nous serons dans l'explosion. Et si on est dans l'explosion, ça va être la débandade. Donc c'est mieux d'aller. On vient d'ouvrir l'université, vous avez vu. Par exemple, l'université, on va sur l'université dans 2 semaines. On va s'assurer par rapport à la situation de l'université, le respect des barrières, un test diagnostique dans les étudiants. Et donc, un peu de ça, ces aspects, pour nous dire quelle est la tendance de la maladie dans la communauté. Ensuite, on dit ouverture des mosquées, des églises. Donc, ce qui veut dire qu'également, nous allons suivre les mosquées. Je pense que les mosquées déjà sont en train de se nettoyer, faire un bio-nettoyage conséquent dans les mosquées, parce que les mosquées sont restées longtemps non entretenues, parce qu'au fait, on n'avait pas accès. Aujourd'hui, il faut que chacun pense déjà commencer à entretenir ces mosquées, nettoyer, et puis avoir un peu des solutions colorées pour pouvoir vraiment nettoyer les salles. Je dis nettoyage, je ne parle pas de désinfection. Parce que ces zones-là n'ont pas été contaminées. C'est des zones contaminées qu'on va faire la désinfection. Les zones non contaminées, on nettoie et correctement avec une petite quantité de javel pour pouvoir détruire tout ce qui est comme petits germes qui étaient restés ubiquités parce qu'il y avait la saleté dans ces affaires. Donc je pense et je souhaite et j'encourage tous nos frères qui avaient des centres fermés, qu'aujourd'hui, la preuve aujourd'hui, si vous allez à l'université, vous allez sentir que l'université est très propre, parce que les services qui entretiennent ont fait leur travail d'entretien, le nettoyage, la décontamination, tous les éléments nécessaires. De la même manière, les églises, donc avant l'ouverture, nous souhaitons qu'ils aillent entretenir ces zones, qu'ils nettoient correctement, et maintenant qu'ils mettent à disposition les barrières à la porte avant de se lancer dans cette affaire. Parce que les gens, par exemple, chez nous, un pays musulman, en fait, c'est la propriété qui est de règles. Donc, ce qui veut dire qu'on va nettoyer et ils vont encore disposer des dispositifs de lavage de mains à tous les points pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir faire le nettoyage. Docteur Sani, on est pratiquement à la fin de cette émission. Voulez-vous conclure ? Conclure, c'est trop tôt, vous voulez. Donc, en fait, comme on le dit déjà, nous pensons que la COVID-19, le Togo fait beaucoup d'efforts. Et nous allons demander aux communautés aussi de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a encore des gens qui restent dans la naïveté, pour ne pas trop dire, parce qu'ils croient que le virus n'existe pas. Le virus existe bel et bien et que nous devons faire un effort pour vraiment arrêter la transmission communautaire de ce virus. À tous les points, à tous les lieux, que chacun fasse son effort. Et le gouvernement a réitéré qu'aujourd'hui, le port de masque est obligatoire. Étant obligatoire, on ne souhaiterait pas que des gens encore viennent perturber. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu, on a des policiers qui sont un peu partout, la force pandémique, qui accompagne le gouvernement dans le respect des barrières. Mais des gens viennent sans porter des bavettes. Que ça devient systématique dans nos comportements. Que quand nous sortons, nous disons que nous devons porter les bavettes. Et vraiment, on porte les bavettes pour se protéger nous-mêmes, protéger notre voisin et ensuite protéger toute la communauté. Parce que quand il y a un cas, c'est tous les Togolais qui sont exposés. Quand il y a 2 cas, c'est tous les Togolais. Moins de cas, s'il existe, le Togo, il gagne. Et donc, par conséquent, nous allons encourager chacun à porter. Quand dans un groupe, quelqu'un ne porte pas, lui, tout ce que chacun est en train de dire, lui, il avale et il s'expose. Donc, c'est mieux que chacun il porte. Quand vous êtes en groupe, malgré la distanciation que vous allez faire, quand chacun il porte, sachez que vous êtes déjà en sécurité et nous encourageons chacun à vraiment le faire. J'ai senti également aussi un relâchement dans le lavage de mains dans certaines zones, dans les ménages. Donc on dirait que la maladie est partie. Non, ce n'est pas vrai. Il faut maintenir un cap. Maintenir un cap, on s'est dit aujourd'hui que quand la Covid est arrivée, le lavage de mains était un indicateur des ODD. Et nous nous sommes rendus compte que Covid a amené tout le monde à commencer à respecter cet élément. Et donc on encourage encore des gens de ne pas relâcher le lavage de mains. Ça va rester dans nos habitudes. Parce que vous voyez, on avait dit qu'on lavait les mains pendant les périodes critiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est se laver à tout moment et à tout temps devant des situations que vous pensez. Et donc, nous encourageons chacun à vraiment continuer par respecter ces éléments qui sont fondamentaux. On a également dit la distanciation.
C'est un élément fondamental. Plus vous vous approchez, jusque-là on a dit de ne pas être ensemble, d'éviter, d'être toujours, comme vous êtes au Sport FM, nous avons constaté, oui, les matchs de Champions League, même les entraîneurs sont en bavette, tout le monde en bavette, c'est pas pour le Togo seul. Donc ce qui veut dire que on prie chacun de vraiment respecter ces éléments. Et nous comptons sur chacun pour le respect de ces barrières qui vont sauver notre pays de la maladie. Merci docteur Sani Amidou, ingénieur, chef division d'assainissement de base au ministère de la Santé. Merci d'être venu. Merci Eloma Dovon pour la vidéo ANAS PM. À très bientôt.